Ok, très rapide récap de l'UFC 285 qui vient de se passer. Très très belle carte, la carte préliminaire, la carte principale. On a vu de magnifiques choses, le finish de Yann Gary, le retour de Cody Garbrandt, un chouette combat entre Brunson et Duplessis, même si le fight IQ était pas au rendez-vous. Mais sur la main card, vraiment du gros kiff. Bonical qui indique à la division qu'on doit l'attendre. Par contre, pour moi, il est encore un peu vert. Quelques petites erreurs de choix, de précipitation, un peu controversées, hein. Il y a le coup à l'entrejambe qui amène au takedown. Ensuite, très très beau, hein. Par contre, debout, la menace de Darce Choke. Il transitionne vers le dos, peut-être un peu trop vite, il est un peu haut face à quelqu'un de fort, je pense qu'il perd la position. Donc c'est là où on voit qu'il est peut-être encore un peu jeune en MMA, mais la maturité va venir. Ça fait 1 an et demi qu'il a commencé, c'est ouf. Effectivement, il essaye pendant très longtemps le arm triangle. À partir de la demi, il met du temps à transiter vers le contrôle latéral. Mais voilà, pour quelqu'un qui fait son 4e combat professionnel, en carte principale dans gros pay-per-view où John Jones fait son retour. Il a géré la pression. Il nous a impressionné, même si on l'attendait au tournant. Donc j'ai hâte de voir la suite. Mais selon moi, il faut qu'il prenne son temps. Il faut qu'il prenne 5-6 mois avant son prochain combat, qu'il continue à progresser, qu'il gravite pas encore tous les échelons, qu'il prenne de nouveau quelqu'un de très abordable, qu'on ne connaît pas spécialement, qui est installé à l'UFC, mais sans faire des résultats incroyables. Deuxième combat, Gamrot contre Turner. J'ai trouvé ça sympa. Les deux ont été combatifs. J'ai bien aimé que ça finisse sur une décision partagée. C'est rare que je dise ça, mais ça reflète vraiment le combat selon moi. C'était très serré. Premier round pour moi à l'avantage de Turner. Compétitif, mais voilà, facile à scorer. Même si c'était serré et qu'on pourrait avoir un argument pour Gamrot. Deuxième round, c'est l'inverse. Très serré, on peut avoir un argument pour Turner, mais pour moi, Gamrot a bien construit au sol. C'est pas qu'il est ultra percutant, mais il y a vraiment un schéma offensif pendant assez longtemps qui lui permet de rattraper les grosses frappes qu'il reçoit debout. Mais il en a aussi donné debout. Moins, mais il n'y avait pas un gros avantage Turner debout. Il y avait un avantage Turner, certes, mais pas au point de justifier que ça rattrape ce qui s'est passé au sol. Et le troisième round, à 10 secondes de la fin, je le donne à Turner. Et sur les 10 dernières secondes, voilà, il faut takedown, monte, 4-5 frappes à partir de la monte. Ça récupère la grosse frappe et les gros genoux de Turner, selon moi. Donc j'avais 29-28 Gamrot, j'aurais totalement compris le 29-28 pour Turner. Vraiment, je suis content que ce soit... Bon, le 30-27, je suis un peu moins d'accord, mais voilà, au final, décision partagée pour Gamrot. Les deux sont des vrais prospects dans cette division, des moins de 70, des moins de 70 kilos, les lightweight. Shavkat Rakhmonov contre Jeff Neal. Jeff Neal m'a impressionné sur sa défense de lutte. Il a rendu Shavkat vulnérable. On a vu que Shavkat pouvait être battu. Et donc ça, pour ça, respect à Jeff Neal. Jeff Neal, par contre, allez voir ses stats. Allez sur ufcstats.com, regardez Jeff Neal. Quasi tous ses combats, plus de 90, plus de 90% des frappes vont au visage. C'est une simple adaptation à son jeu. Un peu de low kick, un peu d'attaque au corps. En plus, il a la puissance pour faire mal au corps avec son anglaise. Il change ça, ça deviendra un tout autre combattant et ça sera un vrai contender, selon moi. Vraiment. Parce qu'avec la takedown defense qu'il a, le pied-point qu'il a déjà, le positionnement, il peut faire mal. Mais ça, c'est un chasseur de tête. Plus le combat avance, plus c'est facile pour son adversaire de lire parce qu'en fait, il attaque qu'une seule cible. Quand tu attaques qu'une cible, c'est facile de défendre. Quand tu as plusieurs cibles à défendre, bah, c'est plus compliqué forcément. Shavkat, incroyable, il a montré du cœur, un bon menton. Encore une fois, cet opportunisme. Quel finish! Quel finish! La deuxième fois qu'on voit ça, la première fois, c'était Jan Blachowicz. Incroyable, incroyable. Il a montré qu'il pouvait encaisser et répondre 20 secondes plus tard avec une grosse frappe de son côté. Donc franchement, gros niveau. Comme main event, excellent premier round, j'ai kiffé. Alexa Grasso qui dit à Shevchenko qu'elle vient pour prendre la ceinture. Shevchenko qui fait des belles adaptations. Elle cherche la lutte. Elle se cache derrière son jab. Je commençais à m'endormir, je vais pas mentir. Je commençais à piquer du nez dans le 4e round. Mais là, une erreur pour moi. Grosse erreur de Shevchenko, ce spinning wheel kick envoyé à un mauvais moment alors qu'elle pouvait dominer juste avec son jab et sa lutte. Elle avait son chemin vers la victoire. Pour une championne aussi dominante, ce manque de lucidité, c'est dommage. C'est dommage. Maintenant, on va remettre le crédit là où il est dû. Grasso, elle voit Shevchenko se retourner. Elle fait une TJD le show. Elle rentre sur le spinning. Elle prend le dos. Une fois qu'elle a le dos, elle a vu son ouverture. Elle l'a pas lâché. Étranglement, c'est entre l'étranglement arrière et le neck crank parce qu'elle est vraiment sur la mâchoire, un peu comme Khabib contre Conor ou comme Demian Maia contre Rick Story. Nouvelle championne mexicaine.
Brandon Moreno flyweight, Yair Rodriguez intérim featherweight et maintenant Alexa Grasso. J'ai ouï dire qu'il allait y avoir un UFC Mexico en septembre-octobre pour célébrer l'ouverture de l'UFC Performance Institute au Mexique. J'attends de voir ça. 3 champions, même un champion intérimaire et 2 champions chez les Mexicains. Il faut qu'il y ait un gros événement là-bas. C'est mérité. Finalement, main event. Je suis choqué, je suis encore choqué. Honnêtement, je voyais pas ça se passer comme ça. Je pense que j'ai quelques échanges sur WhatsApp où je dis si ça va au sol, John Jones va faire passer Cyril Gane pour un amateur. Parce que c'est pas en quelques mois qu'on transforme son jeu au sol. Et je pense que Jones est largement, enfin techniquement, largement au-dessus de Francis. Donc quand on voyait ce que Francis a pu faire au sol contre Cyril, on pouvait s'attendre à ce que si Jones arrive à maintenir la position au sol face à Cyril, il pouvait faire ce qu'il veut, et c'est ce qu'il a fait. Respect, franchement, à John Jones parce qu'il est venu préparer. On n'a pas vu grand-chose, on a tendance à vouloir bâcler un peu l'analyse en disant ouais, mais non, en fait, il est venu, il a mis la pression. Il a très bien cadré Cyril. On n'a jamais vu Cyril avoir autant de mal à trouver de l'espace derrière lui. Donc il a forcé Cyril à envoyer des armes longues. Et quand on voit ton direct avec autant d'intensité, si ton adversaire esquive sur le côté fermé, c'est vers le dos. On a déjà souvent vu ça. Et là, John Jones, sérieux, Thomas Spinal l'avait fait contre Volkov, je pense. Le timing de John Jones, donc il a le réflexe de esquiver sur le bon côté, casser la distance, directement venir prendre le dos. Bell amené au sol, il transite du body lock en double underhook en venant chercher le bras du côté où il veut amener au sol, histoire que Gane ne puisse pas prendre appui avec son bras droit. Ensuite, il vient essayer de chercher la main gauche pour casser la posture de Gane. Il n'y arrive pas, il transite sur le genou ou le pied, je ne sais plus, il faut que je revoie. Il prend la position du dessus. Gane va chercher la cage pour se relever. On menace la guillotine, elle passe pas. On réengage et là, on voit vraiment qu'il prend le menton avec sa main pour juste passer son poignet en dessous. Et puis, il vient lever et son aisselle était vraiment sur le haut du crâne de Cyril. Donc, à peu de choses près, il aurait pu sortir, mais vraiment le haut du crâne plus le poignet qui passe en dessous ici. Et il a cambré le dos de Cyril grâce à la cage. Très très bien joué. Lecture du jeu incroyable de John Jones. On a un tap-out immédiat. Franchement, on peut dire que c'était un peu lent. Mais non, moi j'ai envie de mettre du respect là sur John Jones. Il revient après 3 ans. Champion ultra dominant chez les moins de 93, moins de 93 kilos. Il revient. Il n'y a même pas de question sur ce combat. J'ai hâte de voir ce que ça va donner contre le reste de la division, parce qu'elle devient vachement intéressante. Stipe Miocic probablement pendant l'International Fight Week à Las Vegas. Curtis Blades qui combat contre Pavlovich. Les deux, ça peut être génial contre John Jones. Aspinal s'il revient. Francis, s'il te plaît, reviens à l'UFC. Francis contre John Jones. Oh, que ce serait beau. Ok les gars, merci d'avoir suivi ce très rapide récap de l'UFC 285. Il est temps d'aller dormir. Bon dimanche à tous.